Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la semaine de la prévention. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire qui va durer une quarantaine de minutes pour évoquer avec vous des thèmes sur votre quotidien, vous questionner et vous présenter quelques bonnes pratiques en prévention. La FFB est organisatrice de la semaine de la prévention au niveau national. Ce webinaire réunit donc toutes les régions de France. Je suis Mélissa Djaé, conseillère en prévention à l'EPPBTP Île-de-France, et je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Véronique Bazin, également conseillère en prévention, qui sera modératrice, qui répondra aux questions dans le chat et le fera remonter le cas échéant. Je laisse le second animateur se présenter. Bonjour à tous, Kevin Lecourt de Santé BTP Normandie, je suis conseiller en prévention. Régie, c'est à vous. Prévention, c'est toute l'année sur vos chantiers pour travailler en sécurité. Mais la semaine de la prévention, vous connaissez ? Eh bien, c'est faire le point, échanger et partager les bonnes pratiques de prévention contre les risques professionnels du bâtiment. 5 jours pour répondre aux questions prévention que l'on se pose toute l'année quand on veut améliorer la prévention dans son entreprise. Et oui, parce qu'on ne joue pas sa sécurité sur un chantier, c'est risqué. Ça vous dit ? Alors connectez-vous. Retrouvez les préventeurs en ligne avec un dispositif de webinaire ludique et interactif adapté à chacun, si vous êtes chef d'entreprise, encadrant ou salarié. Une semaine pour découvrir des solutions prévention concrètes pour un chantier 100% gagnant. La semaine de la prévention est organisée par la Fédération française du bâtiment, accompagnée par l'OPP-BTP, les SPST-BTP et la CNAM. Donc, nous allons donc traiter le sujet, la prévention, c'est aussi ton affaire. Nous allons évoquer le risque routier, les addictions, les équipements de protection collective et les chutes de hauteur, ainsi que la santé au travail, et on finira par l'hygiène sur les chantiers. Vous pouvez à tout moment faire appel à la petite fenêtre matérialisée par un point d'interrogation si vous avez un souci concernant la connexion, l'image ou le son. Le modérateur la modératrice Véronique ne pourra donc pas prendre en charge les questions liées à ce type de souci, mais uniquement les questions sur la thématique de la prévention. Nous allons passer au risque routier. Le risque routier est un risque important de l'EBTP, quelle que soit l'activité ou le métier nous sommes, vous êtes tous les jours sur la route, que ce soit pour vous rendre en entreprise, en atelier ou sur le chantier. Nous allons voir tout cela ensemble. Pour commencer, nous allons avoir une première question. J'utilise les véhicules de l'entreprise. Question 1. Je vérifie mon véhicule avant chaque départ à l'entrepôt. Réponse 2. Je ne vérifie mon véhicule que lorsque je dois faire un déplacement longue distance supérieure à 100 km. Réponse 3. L'entreprise s'assure que mon véhicule soit toujours en état de fonctionnement. Je n'ai pas à le vérifier. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Une fenêtre va s'ouvrir et vous pouvez y apporter votre réponse. Ce qui est difficile avec ce risque, c'est que ce risque provient aussi des autres, de leur comportement, mais aussi des conditions changeantes, que ce soit la météo ou l'état de la route. Vous avez des véhicules qui sont chargés de matériel et de matériaux. Il est donc important d'organiser les chargements, les aménagements et l'arrimage des charges. Et surtout, optimiser au maximum vos déplacements. Donc, d'ici quelques secondes, on aura vos réponses. Effectivement, la bonne réponse était la réponse 1. C'est la personne qui prend le volant qui est responsable de son véhicule et du chargement. Mais tout le monde, à tous les niveaux de l'entreprise, a un rôle à jouer dans la prévention de ce risque. L'entreprise vous remet un véhicule entre les mains. Comme tout équipement de travail, le véhicule doit être en bon état de fonctionnement, entretenu et vérifié régulièrement. L'entreprise doit aussi s'assurer que vous êtes formé pour le conduire et demandera régulièrement une attestation pour votre permis de conduire et ou vous formera, le cas échéant, comme pour les véhicules avec les permis remorques. De votre côté, en tant que conducteur, comme mentionné précédemment, vous êtes responsable de votre véhicule, de vos passagers, et vous jugez de votre capacité à conduire et de l'état de chargement. C'est à vous d'alerter en cas d'anomalie. Donc, en effet, dans le BTP,
Le BTP est un secteur d'activité dans lequel le transport des matériels et des matériaux, comme le déplacement des personnes, sont nombreux. Le risque routier y est donc prépondérant. Nous allons voir une vidéo à ce sujet. Pour aller sur le chantier ou au bureau, on est bien souvent sur la route. Et qu'il y ait beaucoup de rendez-vous, de la pluie, qu'un véhicule ait pris trop de temps à être chargé ou que de grands déplacements pour aller et revenir s'imposent, au bout du compte, si c'est l'entreprise qui est au volant, c'est vous qui conduisez. Alors, comment gérer au mieux les déplacements professionnels? D'abord, c'est organiser ses itinéraires et les calculer pour faire des pauses. C'est toujours vérifier le bon état de son véhicule, connaître son chargement et bien l'arrimer. Et dans tous les cas, on respecte le code de la route. Pas de portable au volant et on adopte toujours les bons gestes. Donc, pour rebondir sur cette vidéo, nous allons voir quelques bonnes pratiques. Avant le départ, il faut contrôler l'état du véhicule, c'est-à-dire contrôler la disponibilité et la validité des papiers, carte verte, vignette, etc. S'assurer de l'accessibilité des équipements à utiliser en cas de panne, gilet, crayon de signalisation. Car il faut savoir que la durée de vie pour une personne sur une bande d'arrêt d'urgence est entre 15 à 20 minutes. Il est donc primordial de se mettre à l'abri et d'être visible. Il faut également vérifier les feux et leur propreté, mais aussi la propreté extérieure et intérieure du véhicule, car c'est un gage de sérieux et c'est important car c'est l'image de l'entreprise qui sera véhiculée. Vérifier les pneus et leur pression à minima une fois par mois. Les personnes qui utilisent les véhicules professionnels doivent signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie par l'entreprise et s'assurer que les actions correctives ont bien été suivies et réalisées. Il faut savoir que le suivi et l'entretien des véhicules sont des facteurs majeurs dans la sécurité. Le mauvais état de véhicule est une cause d'un accident sur 6. Il faut également vérifier l'arrimage des charges, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des véhicules. Pensez également à charger dans l'ordre inverse du déchargement afin de gagner un temps précieux. Évidemment, respecter les zones de circulation. Pour protéger les piétons, l'entreprise met en place des zones de circulation sur les chantiers et à l'entreprise. Respecter le code de la route. Ne pas conduire sous l'emprise de substances qui seraient susceptibles de diminuer votre vigilance, telles que l'alcool, drogue ou médicaments. Respecter les limitations de vitesse. Ne pas téléphoner au volant. Il faut savoir que téléphoner au volant multiplie le risque par 3 d'avoir un accident, car cela engendre une forte inattention. Si la mission de l'opérateur l'emmène à être beaucoup sur la route, il doit respecter les règles de communication définies par l'entreprise. Et enfin, optimiser au maximum vos déplacements et les livraisons, ainsi que les chargements et déchargements. Moins nous sommes sur la route, moins le risque est important. Je laisse la main à Kevin Lecourt pour vous parler des addictions. Merci beaucoup. Alors du coup, parlons des addictions. Déjà, l'addiction, c'est quoi? Cela implique une notion de dépendance. Je ne peux plus m'en passer, même si cela me nuit. L'addiction peut concerner la consommation à la fois de drogue, d'alcool, de médicaments, de tabac, mais également certains comportements, comme le jeu, le travail. En santé au travail, on s'intéresse aux comportements à risque, en lien avec les addictions. Car que l'on soit dans une consommation occasionnelle ou régulière, eh bien cela entraîne des risques. Alors pour le coup, on va répondre, il y a une question qui va s'afficher, voilà. La question numéro 2, je vous laisse quelques temps pour y répondre. Si je consomme de la drogue avant de travailler? Réponse 1, cela me regarde, la santé et la sécurité des autres n'étant pas concernés. Réponse 2, je suis un risque pour moi comme pour les autres. Réponse 3, ce n'est pas grave si c'est en quantité faible. Alors, la question fait référence ici de la consommation de drogue, qu'elle soit licite, comme l'alcool, ou illicite, comme le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, le crack, dont la consommation et la détention sont interdites par la loi française, et je vous rappelle, qui constitue pour le coup un délit. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre.
Je vous rappelle que vous avez le chat à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ce chat. Les réponses devraient plus tarder, voilà. Vous avez tous répondu la réponse 2, et en effet, c'est exactement ça. Je suis un risque pour moi comme pour les autres. En effet, la consommation de drogue modifie nos capacités d'agir. Elles vont pouvoir altérer notre vigilance, notre concentration, diminuer nos réflexes, entraîner un état de somnolence, ou encore diminuer notre perception du risque. Tous ces effets augmentent le risque d'accident, à la fois pour celui qui consomme comme pour les autres qui l'entourent. Nombreuses sont les situations sur chantier ou en atelier où la consommation de drogue peut être à l'origine de situations dangereuses. Une négligence peut être à l'origine d'un accident du travail, oublier de fermer la trappe de l'échafaudage ou une diminution de la concentration et de la vigilance par un grutier. Ne pas oublier que les répercussions ne se font qu'au niveau professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Question numéro 2, pour le coup. Question numéro 3. J'ai passé une soirée bien arrosée qui s'est terminée au petit matin. Je peux me rendre le matin même à mon travail sans danger. Réponse 1, vrai. Réponse 2, faux. Alors ici, on parle de soirée bien arrosée, un apéro, un repas, un dernier verre. Je vous laisse quelques temps pour répondre. Et je vous rappelle que l'alcool a des effets sur votre capacité. Attention, hein. On parle bien du côté personnel et professionnel ici. Encore quelques petites secondes pour répondre, pour le coup. Et voici vos réponses. Vous avez tous répondu faux. C'est exactement ça, c'est bien. En effet, le risque d'accident est plus fort. Il faut du temps pour que votre corps élimine l'alcool consommé. En France, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 g par litre de sang et 0 g par litre de sang pour les jeunes permis. Si on prend quelques repères, on va prendre un homme de 80 kg. L'alcool contenu dans un verre de bière de 25 centilitres ou un verre de vin est égal à une dose, soit 10 g d'alcool. Il sera éliminé par votre corps en 1h30 environ, sans repas. Bien sûr, on parle de situation à jeun. Il faut compter 1 heure supplémentaire à chaque verre bu. La prévention de ce risque représente un enjeu majeur, car le BTP est sur le podium. En effet, c'est le deuxième plus gros secteur d'activité consommateur d'alcool après le milieu de la nuit, tout ce qui est boîte de nuit, restauration. Même à petite dose, l'alcool agit directement sur le cerveau. Raison de plus pour ne pas en ignorer ses effets. Dès 0,5 g d'alcool par litre de sang, les effets sont réels. Le champ visuel est rétréci. La perception du relief et de la profondeur et des distances est modifiée. La sensibilité à l'éblouissement est plus importante. La vigilance et la résistance à la fatigue diminuent. La coordination des mouvements est perturbée. L'effet désinhibant de l'alcool amène le conducteur à sous-évaluer les risques et à surestimer ses capacités. La consommation de drogue est donc clairement incompatible avec la conduite d'un véhicule pour vous rendre au travail, mais aussi pour la tenue d'un poste, par exemple l'utilisation d'un outillage dangereux, travailler en hauteur ou travailler avec l'électricité. Chaque année, en France, près de 30% des accidents mortels sont dus à une prise excessive d'alcool. Les recommandations de Santé publique France concernant la consommation d'alcool afin de limiter les risques pour la santé et les risques de développement d'une dépendance sont les suivantes. Ne pas consommer plus de 2 verres standards par jour et pas tous les jours. Ne pas consommer plus de 10 verres standards par semaine et avoir des jours sans consommation dans une semaine. Merci Kevin pour toutes ces précisions. Nous allons désormais parler des équipements de protection collective. Pour cela, une question. Mon intervention nécessite que j'enlève un garde-corps provisoirement. Réponse 1. Mon intervention est courte, je n'ai pas besoin de restreindre l'accès. Réponse 2. Je suis seule sur la zone d'intervention, je n'ai pas besoin de restreindre l'accès. Réponse 3. J'en informe mon chef,
je signale la zone et en empêche l'accès le temps de l'intervention. Donc, idem. Une fenêtre va s'ouvrir afin de vous permettre d'y répondre. Évidemment, les équipements de protection collective sont toujours à privilégier face aux équipements de protection individuelle, pour la simple et bonne raison que les équipements de protection collective vont protéger l'ensemble des personnes intervenant sur le chantier. Sur cette photo, nous voyons une protection qui a été mise en place pour une cage d'ascenseur. Alors, vous avez répondu la réponse 3. C'est bien ça. Les protections collectives doivent être choisies selon le contexte et la tâche à réaliser et la nature du risque. Elles sont le fruit d'une évaluation des risques menée par l'employeur et elles sont mises en place selon des règles précises définies par ce dernier, comme les modes opératoires. La conception des protections collectives doit prendre en compte les tâches ultérieures afin qu'il ne soit pas nécessaire de les retirer. Très souvent, lors des phases d'approvisionnement, les compagnons sont amenés à retirer les protections collectives. Mais ceci pourrait être évité si en amont et en conception, on aurait prévu les approvisionnements, comme pourquoi ne pas approvisionner grâce à la grue ou en mettant des recettes à matériaux. Donc, la préparation du chantier est donc primordiale pour éviter tout risque de chute de hauteur. Très souvent, lorsque les compagnons enlèvent des protections, soit ils ne les remettent pas, soit ils sont mal remis. Et c'est la cause de beaucoup d'accidents du travail, malheureusement, où nous voyons des échafaudages incomplets avec des garde-corps manquants ou des plaintes. C'est ce qu'on appelle une fausse protection. On a le sentiment d'être protégé, alors que pas du tout. Les protections ne peuvent être déposées que par une personne qui possède des EPI et un point d'ancrage, et qui est formée à réaliser cette tâche. Les risques de chute de hauteur, c'est quoi dans le BTP? Votre entreprise met à votre disposition des moyens de protection adaptés à chaque chantier, ainsi que des modes opératoires correspondants. Ils vous protègent et protègent les autres. Nous allons voir une vidéo à ce sujet. Sur les chantiers, pour accéder à son poste de travail, on est souvent en hauteur, voire dans les airs, ou souvent pas très haut. Alors, pour bien gérer le risque, il faut d'abord identifier les situations de travail en hauteur. Et cela arrive souvent. Eh bien, parce qu'on travaille souvent depuis une position élevée, parce qu'on travaille à proximité d'une dénivellation, ou depuis un équipement qui surélève la personne. Alors, si c'est le cas, on travaille en restant protégé, on travaille en hauteur depuis un équipement adapté, et puis on vérifie son matériel, et bien entendu on respecte les consignes de sécurité. Avec tout ça, pas de souci. Les chutes de hauteur sont un risque majeur dans le BTP. En effet, en 2021, elles sont la cause de 17 accidents du travail et constituent malheureusement la première cause d'accident mortel. Environ 33 à 35 personnes décèdent à la suite d'une chute de hauteur. Lorsqu'on parle de chute de hauteur, on pense spontanément aux charpentiers, aux couvreurs. Mais ce risque concerne l'ensemble des corps de métier. Vous êtes également concerné par ce risque. Un électricien qui change un luminaire, un maçon qui doit consolider une façade, un plombier qui réalise des travaux à l'étage d'un immeuble peuvent être confrontés à ce risque. Inutile aussi d'être à plusieurs mètres de hauteur pour chuter. Il n'y a pas de distance pour définir une chute de hauteur. C'est à partir du moment où il y a une différence de dénivellation entre deux niveaux. Même une chute de 1 mètre peut être mortelle. Cela dépend aussi sur quoi nous tombons. Les chutes de hauteur peuvent survenir depuis un toit, un pylône, un mur, une échelle, une passerelle, une fosse, et j'en passe. Tout cela pour vous dire que toutes les situations peuvent amener ce risque. À partir du moment où le poste de travail n'est pas assez protégé, ou lorsqu'il n'est pas adapté, également lorsque le personnel n'est pas assez formé ou qu'il a un comportement dangereux. Les chutes de hauteur
provoque des dommages corporels souvent graves pour la victime. Fractures, hémorragie, coma, décès. Au-delà des dommages physiques, ces chutes de hauteur peuvent aussi avoir des répercussions psychologiques et morales pour l'ensemble de l'entreprise et de l'accidenté. Je redonne la main à Kevin pour vous parler de la vaccination et de la santé au travail. Merci Mélissa. Donc en effet, nous allons parler de la vaccination et de la santé au travail, deux sujets étroitement liés. Pour cela, je vous propose la question suivante. Question numéro 5. Je ne suis pas à jour de mes vaccins. Réponse 1. Ce n'est pas grave, les vaccins ne sont pas obligatoires pour les adultes. Réponse 2. Je m'en occupe, certains vaccins sont importants dans le BTP. Je vous rappelle que quand même, la vaccination est un acte important, tant pour la vie privée que pour certaines situations de la vie professionnelle du BTP. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Et je vous rappelle également que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à utiliser le chat à votre disposition. Il est là pour ça. Et vous avez tous répondu. La réponse 2, je m'en occupe, certains vaccins sont importants dans le BTP. C'est exact, c'est la bonne réponse. Alors, on peut citer le tétanos, dont la première injection est obligatoire dans l'enfance et dont les rappels se font à 25, 45, 65 ans, puis tous les 10 ans. La bactérie du tétanos se contracte par l'intermédiaire d'une plaie, d'une blessure, en contact avec de la terre. Je vous rappelle que le tétanos n'est pas contagieux. D'autres vaccins peuvent être recommandés par le médecin du travail, après une évaluation des risques et des conditions de travail. Prenons l'exemple de la leptospirose. La bactérie de la leptospirose peut être présente dans des eaux souillées par de l'urine d'un rat contaminé. Les personnes travaillant dans les égouts peuvent y être confrontées. Pour contracter la maladie, il faudrait qu'il y ait un contact entre l'eau contaminée et une plaie ou une muqueuse, par exemple la projection dans les yeux. De ce fait, le port correct des protections adaptées est indispensable. Mais notons qu'avant de parler de vaccins que l'on considère comme un équipement de protection individuelle, il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène, ce qui implique la mise à disposition de moyens tels que l'accès à l'eau claire pour le nettoyage de la peau, tout ce qui est mains, visage, le port des EPI adaptés, les gants de protection avec manchettes selon les cas, avec des bottes, etc. Protéger les plaies existantes avec des pansements étanches. La plaie est une voie d'entrée pour les bactéries. Et également avoir des trousses de secours, comprenant des pansements, mais aussi du désinfectant. Attention, le gel hydroalcoolique ne désinfecte pas les plaies. Tout ceci participe à supprimer ou de diminuer le risque. Sans surprise, nous avons souhaité parler avec vous maintenant de l'hygiène sur le chantier. Voici la prochaine question. Question numéro 6. Selon vous, pourquoi l'hygiène est-elle importante? Réponse 1, pour se protéger des maladies. Réponse 2, pour se débarrasser des polluants, tout ce qui est poussière, peinture, colle. Réponse 3, pour être propre. Attention, il y a ici plusieurs réponses possibles. Et on parle bien entendu ici d'hygiène dans le monde du travail, mais aussi d'hygiène dans la vie privée. Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Et comme je l'ai dit, attention, plusieurs bonnes réponses peuvent être possibles sur cette question. Les résultats s'affichent ou c'est partagé. On a de la réponse 1 à 83%, de la réponse 2 à 88% et de la réponse 3 à 44%. Eh bien, c'était les 3 réponses. En effet, pour se protéger des maladies, pour se débarrasser des polluants, poussière, peinture, colle, et pour être propre. Le manque d'hygiène présente à la fois un risque biologique. Par exemple, les maladies dues à une mauvaise hygiène, des mains avant la prise des repas, de l'hygiène des locaux, mais aussi un risque chimique. Si on prend l'exemple des poussières de plomb, des agents CMR, c'est pourquoi il est important de se changer en entreprise afin de ne pas ramener de polluants dans le véhicule et au domicile. Les conséquences sur la santé peuvent être importantes. Un exemple, la fièvre du soudeur, qui est immédiate, qui a des effets immédiats.
En fait, c'est lié à l'ingestion de poussière métallique et qui a pour conséquence des troubles digestifs et un état grippal passager. Tout cela peut être facilement évité par l'application de règles simples, comme avoir les moyens adaptés, les moyens de nettoyage, pardon, adaptés sur chantier ou en entreprise et surtout en nombre suffisant. Par exemple, tout ce qui est point d'eau, savon, essuie-tout, le moyen de séchage des vêtements, de chaussures, des gratte-bottes, des rince-bottes. Il faut également organiser et anticiper l'ensemble des besoins du personnel. L'accès aux installations d'hygiène, les WC, papier toilette, les poubelles, les accès stabilisés, c'est-à-dire des accès propres pour éviter de salir ces lieux. Il faut également penser aux lieux de pause. Il faut qu'ils soient de taille adaptée et protégés. L'hygiène repose aussi sur l'application de gestes simples, comme le lavage des mains, sans oublier le visage, et cela avant les pauses, la prise de repas, et en fin de poste à minima. Selon les conditions, la prise de douche en fin de poste peut être obligatoire. Enfin, le changement de vêtements en entreprise est important, avec des compartiments double paroi, mais aussi avec l'entretien régulier des vêtements de travail. Le but étant de ne pas polluer les véhicules et la maison en rentrant. Pour cela, donc du coup, en effet, l'hygiène dans le BTP, c'est quoi? Base vie, installation, entretien, nettoyage des lieux, vêtements de travail, lavage des mains. L'hygiène sur le chantier est essentielle au bien-être au travail et à la sécurité. Et pour cela, nous avons une vidéo à vous projeter sur ce sujet. Et si on parlait d'hygiène dans le BTP? Parce que sur les chantiers, comme dans les ateliers ou les bureaux, on a besoin d'accéder à un point d'eau, à des toilettes, à un vestiaire avec douche, et de déjeuner dans des réfectoires adaptés. On est amené à se salir, à transpirer, à avoir besoin de se laver régulièrement les mains, et de disposer de toilettes, car on est à son poste toute la journée. Normal? Eh bien non. Aujourd'hui, ces équipements sont trop souvent absents, incomplets, peu ou pas entretenus. Pourtant, au travail, la règle est claire. On prend soin de sa santé, on se lave les mains régulièrement, on utilise les toilettes à disposition et on les laisse propres, on se change et si besoin, on se douche sur le chantier pour ne pas salir sa voiture et ramener les souillures chez soi. Allez, on est tous d'accord pour se dire que c'est ça ce qui est normal. En effet, du coup, pour conclure, l'hygiène n'est pas seulement une notion de la vie privée. Dans le quotidien professionnel, elle est tout aussi importante. 90% des Français estiment que l'absence de propreté dégrade la motivation et la performance. Comme vous l'avez compris, cela repose avant tout sur des règles simples du quotidien et de l'application de chacun. C'est une question de respect pour soi et pour les autres. Mélissa, je te laisse la main. Merci Kevin pour toutes ces précisions. Ce webinaire touche à sa fin. Un grand merci pour votre participation active. Nous espérons que cette session vous a été utile. Nous nous tenons à votre disposition en cas de questions et de besoins. Nous mettons un questionnaire de satisfaction dans le chat afin d'avoir un retour de votre part et également que vous puissiez avoir l'attestation de présence. Vous pouvez également télécharger le diaporama avec l'onglet télécharger qui sera présent sur ce questionnaire. Tous les webinaires sont enregistrés et seront mis à disposition sur la chaîne YouTube de la FFB dans les jours suivant la semaine de la prévention. Je remercie la FFB, également tous les intervenants, animateurs, modératrices et la régie. Prenez soin de vous et soin des autres. À bientôt.